Bonsoir à tous. Qui a réellement gagné les élections présidentielles au Cameroun? C'est la question que se posent vraiment de nombreux Camerounais ici de la diaspora comme au pays. Les regards sont tournés vers le Conseil constitutionnel qui doit rendre sa décision le lundi 25 octobre. Pour décrypter cette séquence politique, je reçois comme d'habitude sur nos plateaux Yannick Achilfone. Bonsoir Yannick. Bonsoir Carlyle. Frédéric Tchungi. Bonsoir Frédéric. Merci de me recevoir. Messieurs, selon la Commission nationale de recensement des votes, Paul Biya aurait remporté la présidentielle avec 53,66% des voix devant Issa Chiroma Bakary qui arrive en deuxième position avec 35,19% des voix. Yannick, quelle lecture faites-vous de ces résultats? Déjà, il faut le dire, ce sont des résultats provisoires, ce n'est pas encore officiel, donc pour le moment, on ne peut pas s'arrêter dessus et avoir un jugement tranché. Parce que bien qu'il y ait eu cette commission, il y a encore les délibérations, donc du coup, c'est au Conseil constitutionnel de prononcer et pour le moment, c'est prévu pour lundi prochain. Donc pour le moment, ce sont des tendances ou bien des résultats provisoires, mais en fait, plus des tendances en fait. Donc il n'y a pas une certitude pour ces résultats-là. Mais il y a cette tendance-là, et en face, il y a aussi une autre pour l'opposition, parce qu'il y a aussi le candidat Issa Chiroma qui, selon ses propres statistiques à lui, se déclare être vainqueur. Donc pour le moment, on a deux sons de cloche. Au moins, déjà deux, parce que les autres candidats ont déjà reconnu leur défaite. On a la certitude déjà. C'est ça, justement. Donc, du coup, on a une polarisation entre deux candidats qui se discutent la victoire. Mais pour le moment, ça reste des tendances et non des résultats définitifs. Bien, Frédéric. Oui, je pense que nous sommes entrés dans une guerre des nerfs. C'est-à-dire que chacun des partis, et on l'a vu avec M. Chiroma très rapidement, dès la fin du scrutin, le 12 octobre, au soir, il avait déjà annoncé sa victoire. Et on voit qu'au fur et à mesure, il réitère ses propos. Et le parti au pouvoir aussi, via ses influenceurs, si je peux me permettre, ses journalistes influenceurs, ont pris la parole sur la toile pour dire que, premièrement, ce que M. Issa Chiroma dit est faux, et deuxièmement, qu'il y a une tendance, dès le départ, dès le dimanche soir, qu'il y a M. Paul Biya qui est en train de se détacher dans les sondages. Donc on voit que c'est une guerre des nerfs, on voit que c'est une prise de position des deux partis pour mettre la pression sur l'un et l'autre des camps, et aussi, je pense, d'une certaine manière, attirer l'œil de la communauté internationale sur ces élections. Et bien, à quoi faut-il s'attendre, monsieur, ce lundi? Je pense que là, on est parti pour une vraie crise post-électorale parce que les deux camps sont campés sur les positions. Donc, et il se dit, il y a les journaux Jeune Afrique qui disaient en fait que un poste a été proposé au candidat Chiroma. Un poste de Premier ministre, effectivement. C'est ça, un poste de Premier ministre et qu'il aurait décliné. Ouais. Donc, on voit que malgré ces deux positions, il y a des tractations qui se passent déjà officiellement dans le journal et peut-être il y en a d'autres en sourdine. Donc, on se dirige vers une crise post-électorale où on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer parce qu'on a les enjeux sont grands. On est au bout de 43 années de pouvoir. On est au bout d'un pouvoir dont le bilan est difficilement appréciable parce qu'il n'y a pas grand-chose. Donc on a en plus des crises qui se cumulent. Parce qu'il faut le dire, c'est que M. Chiroma n'avait pas une base électorale très grande. Donc il a dû s'appuyer sur le coussin déjà préparé par le MRC, qui, sa crise 2018 n'est pas encore finie. Oui, de Maurice Kamto. Donc la crise n'est pas encore finie parce qu'on a encore les Bibo Nissar en prison, on a encore des Alain Foguet en prison. Donc la crise politique de 2018 n'est pas encore finie, qu'on a rajouté à celle de M. Chiroma. Et il y a encore une élection dans un mois, les régionales, donc, et en plus il y a les législatives. Donc on a une série d'événements qui peuvent avoir comme un effet boule de neige et on ne sait pas trop ce qu'on aura d'ici 6 mois, 1 an, si jamais le président Paul Biya est élu. Oui, mais là, du coup, vous n'espérez pas au moins une surprise de la part du Conseil constitutionnel. Il va logiquement avaliser... Non. La surprise, comme on dit souvent, on dit penser avoir quelque chose de plus concret, mais espérer le mieux. Le mieux que j'espère, c'est que les deux candidats qui aujourd'hui s'opposent parviennent à trouver un accord, soit pour la transition pacifique du pouvoir, soit, je ne sais pas, donc, qu'ils essaient de trouver une formule en fait, pour éviter aux Camerounais une autre crise politique. Frédéric. Oui, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, moi, je ne m'attends pas à ce que le président du Conseil constitutionnel dise un autre nom que M. Paul Biya, parce que premièrement, ce n'est pas dans son intérêt, et deuxièmement, c'est le pouvoir, il faut le dire, qu'il a établi. Donc, de ce fait-là, il n'y aura pas de surprise. Moi, j'espère personnellement qu'il y aura plutôt une négociation vers la fin
vers la fin, vers la passation, vers la fin de ce régime, en tout cas tel qu'il est. Je pense qu'il faut décentraliser le pouvoir de Yaoundé, essayer de plutôt le fédéraliser. Une négociation vers la passation, c'est-à-dire vous croyez vraiment que... Non, moi je pense, en tout cas je pense... Qui va lâcher du lest, M. Paul Biya non, M. Paul Biya doit lâcher du lest. Pourquoi? Parce qu'il... C'est toute la question. C'est la question, mais il doit le faire pour qu'il y ait une autre forme de développement au Cameroun. Mais si on dit qu'il est élu président, il prend ses fonctions. S'il est élu président... Est-ce qu'il y aura forcément du mécontentement? Il y aura forcément des personnes qui ne seront pas d'accord avec ça. Regardez, moi j'ai invité des gens du parti présidentiel pour faire l'émission aujourd'hui. On me dit non, on attend les résultats du Conseil constitutionnel. Je ne veux pas parler un peu. Voilà. Je dis mais c'est quand même drôle. Pourquoi ils ont peur de s'avancer? Est-ce que vous sentez que derrière, Yannick parlait tout à l'heure de cette info de Jeune Afrique qui disait que l'ancien ministre Issa Chiroma on lui a proposé le poste de Premier ministre. Est-ce que vous voyez derrière cette proposition-là une panique au sein du camp présidentiel? La panique, elle est réelle. Hein. Déjà, il y a des opposants qui ont déjà avoué officiellement que M. Chiroma a gagné. Il y a des cadres du RDPC qui ont déjà avoué au moins les résultats au niveau de la circonscription et des circonscriptions très importantes. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que les résultats de M. Chiroma se basent sur des statistiques. Parce que le Cameroun, comme tout pays, c'est un pays qui n'est pas également peuplé sur le territoire. Donc, du coup, il se trouve qu'il y a 18 départements qui constituent près de 80% de l'électorat. Donc, lorsque vous avez les statistiques dans ces villes-là, et au regard de l'écart de score qu'il y a, il est impossible que les statistiques changent. Donc, du coup, il s'est basé sur cette statistique-là. Maintenant, la suite, c'est que, entre les chiffres qu'ils ont eus venant des bureaux de vote, dans des PV, des bureaux de vote et de déploiement, et ce qu'on a consolidé avant, parce qu'il faut le rappeler, c'est que l'élection va de la base où les gens votent dans les bureaux de vote, qui sont ensuite consolidés au niveau départemental et régional, afin d'être finalement déclinés par le Conseil constitutionnel après avoir été consolidés par une instance qui a siégé il y a cela 2 à 3 jours. Donc, il y a eu perte d'informations entre les bureaux de vote. Il y aurait eu perte d'informations entre les bureaux de vote et ce qu'on a consolidé. Donc, aujourd'hui, M. Chiroma dit j'ai les PV authentiques des bureaux de vote. Les partisans de LPC, comme vous dites tantôt, disent non. Ce qu'on va attendre le Conseil constitutionnel. Au point d'arrivée. Alors, tout à fait. Moi, je vais dans votre sens en rajoutant que la pression qui a été mise sur le pouvoir en place ne date pas effectivement de M. Chiroma. Je pense que M. Chiroma n'est qu'un levier pour renverser cela. Ça se voit maintenant sur les réseaux sociaux, mais aussi par le passé. Il y a eu une pression qui a été mise sur le pouvoir en place depuis au moins 2018 et qui commence réellement à se concrétiser. Et je pense que l'erreur que ferait le pouvoir en place, c'est de faire fi de ces mécontentements pour continuer à diriger tel qu'ils l'ont fait par le passé. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Il faut changer et revoir la manière de diriger le Cameroun. C'est aussi peut-être pour cette occasion qu'ils ont proposé le poste de Premier ministre à Issa Chiroma, histoire d'apaiser un peu. J'ai vu un post partagé sur Facebook que j'ai trouvé assez drôle où quelqu'un disait que M. Chiroma a proposé le poste d'ambassadeur à Genève. Ah oui, exactement. Sur les détails de ces résultats que je trouve assez intéressants. À ce qui paraît, le président Paul Biya aurait remporté largement les élections dans les régions du sud, de l'est, du centre, dans le nord-ouest et dans le sud-ouest anglophone. Yannick. Justement, ça fait partie des points de focalisation de la contestation parce qu'il y a un des responsables du EDPC qui a été malheureusement exécuté il y a quelques jours parce qu'on lui a dit dans cette région où on est en guerre contre le NDPC ou bien contre l'État central depuis bientôt 10 ans, vous venez nous dire qu'il a gagné avec une grosse majorité. Donc du coup, les résultats sont en contraste total avec la réalité des populations qui sont vraiment très fâchées contre le gouvernement central. Donc je pense qu'ils ont finalement cherché les poches pour essayer d'ajuster des résultats. Et il restait que cela parce que, faut le rappeler, c'est qu'avant, le NDPC s'est toujours clamé d'avoir le vote du Grand Nord en sa faveur, et spécialement l'extrême Nord. Or, cette fois, Chiroma a carrément contrebalancé, c'est-à-dire il a à la fois capté le vote du Grand Nord et capté le vote contestataire du Grand Sud. Et de l'Ouest aussi, hein? Tout à fait, également de l'Ouest. On sait en fait qu'il y a eu beaucoup d'échauffourées, par exemple à Tchang,
où la maison du parti RDPC a été brûlée, plusieurs institutions ont été brûlées. Il y a eu le recteur qui a dû s'enfuir. Il y a eu beaucoup de contestations, même au niveau de l'Ouest. On s'est rappelé même à Bafoussam, il y a eu beaucoup de difficultés en fait au RDPC pour pouvoir produire les résultats qu'ils auraient voulu produire. Donc la volonté escomptée d'avoir des résultats assez propres dès la base a été très difficile. Du coup, ce qui fait qu'ils ont été obligés d'ajuster ou ils pouvaient encore ajuster, c'est-à-dire des zones où, comme en zone de guerre, comme au Nozo. Et ce qui est compliqué parce qu'aujourd'hui, on dit, OK, vous avez gagné, bon, allez-y au moins remercier les populations pour qu'on sache qu'effectivement, ils vous ont élu. Donc, c'est assez compliqué, en fait. Et il y a aussi, effectivement, il y a aussi des zones où M. Chiroma n'est même pas parti faire campagne. Parce que là, effectivement, on parle du pouvoir en place. Mais lorsqu'on regarde les PV qui remontent, on voit qu'il y a des zones où M. Chiroma n'est même pas parti faire campagne, où il a gagné. Cela traduit forcément un mécontentement des populations et une envie de changement qui se base sur le Cameroun. C'est pour ça que lorsque je reviens juste sur l'aspect où vous avez dit que M. Paul Biya a proposé le poste de Premier ministre à M. Issa Chiroma, je pense que cette proposition aurait du sens s'il y a une décentralisation du pouvoir et s'il y a un renforcement du pouvoir de Premier ministre, comme par exemple en Angleterre. Pour exemple, et que le président devient juste une personne consultative. Voilà, c'est pour ça. Passer à un régime parlementaire. Peut-être, ou bien fédéraliser le Cameroun. Quand je vous écoute, je dis, mais on sait très bien que, avec tout le respect qu'on a pour M. Paul Biya, mais il n'est pas vraiment le seul aux mallettes. Vous êtes des grands analystes politiques, vous savez très bien. Tout à fait. Franchement, pensez-vous que les cadres du RDPC laisseront M. Chiroma avoir les mains libres dans ce pays? Déjà, l'article Premier ministre n'a pas déjà, en tête de pouvoir, il n'a pas grand-chose parce qu'on est dans un système de haute instruction qui viennent parfois directement de la présidence pour parfois des ministres et le Premier ministre est en copie. Donc, il y a beaucoup de choses qui passent par-dessus la tête du Premier ministre. Déjà, les nominations, parfois, on nomme le Premier ministre et ses ministres le même jour, c'est-à-dire la même note. Donc, on n'est pas dans un système de Premier ministre comme on connaît ailleurs, par exemple en France, où c'est le Premier ministre qui nomme son gouvernement et lorsqu'il démissionne, il les emporte. Aujourd'hui, M. Dion Moutepe démissionné et il n'y a rien ne se passe dans ces ministres. Donc, on est dans un système assez spécial où il faut également l'analyser de manière spécifique. Parce que si on veut généraliser le poste de Premier ministre comme on connaît ailleurs au Cameroun, ça ne marche pas. Donc, M. Chiroma lui-même sait que c'est un poste qui est figuratif. Parce que l'homme fort aujourd'hui du régime, pardon, mais c'est le secrétaire général de la présidence au Cameroun. Oui, parce qu'il y a un système ultra-jacobin. Le Cameroun a copié la France en termes de communisme, mais est encore plus jacobin que la France, en fait. Parce que même M. Chiroma, que j'avais reçu sur ce plateau, disait, lorsque je lui avais demandé qu'il était responsable, je l'accusais d'être responsable aussi du bilan, co-responsable du bilan de M. Paul Biya, il m'a dit non, nous, au Cameroun, les ministres sont responsables que devant le président, qui lui est responsable devant le peuple. C'est ça. C'est ça, exactement. Non, en fait, je pense que le gros problème qui va se poser, vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'effectivement, c'est pas monsieur. Vous l'avez sous-entendu que c'est plus exactement M. Paul Biya qui tient. Mais au-delà même, il y a les cadres du parti. Oui, il y a les cadres du parti. Est-ce que c'est une position qui est partagée par ces derniers où ils sont obligés de s'y soumettre, où aujourd'hui ils sont dos au mur, quoi. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Dans tous les cas. C'est une donnée à prendre en compte pour moi dans l'analyse. Non, oui, sans doute. Mais ces personnes-là ne pourront jamais se dresser face au peuple qui va se soulever. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire que même s'il conserve le pouvoir, il faut aussi le savoir, il est incarné par la personne de Paul Biya. Effectivement, il y a des gens en sous-marin qui chapeautent un peu tout, qui chapeautent quasiment tout, mais c'est la figure de Paul Biya. Ça veut dire que si cette figure est ébranlée, le pouvoir aussi est ébranlé. Donc, pour répondre à votre question, oui, effectivement, il y a des personnes qui sont derrière lui, qui gèrent le Cameroun, mais tout dépend de l'image de Paul Biya. C'est pour cette raison que ces lieutenants ne se sont jamais présentés à une élection, parce qu'ils savent que le pouvoir, l'autorité du pouvoir est incarnée par Paul Biya. Et vous le voyez, dans toutes les sorties des ministres, il y a toujours la photo de Paul Biya en fond. Lui-même, il n'est pas présent, mais sa photo est là à côté. Ça veut bien dire que ce pouvoir-là est incarné par Paul Biya. Et si jamais les personnes qui gèrent le pouvoir à sa place décident d'outrepasser le peuple et écarter d'une certaine manière Paul Biya qui a été, admettons, ébranlé par cette campagne électorale et qui perd un peu de sa superbe, de sa puissance qu'il a aujourd'hui, ça peut, on verra au fur et à mesure qu'ils lâcheront du lest et seront obligés de négocier avec M. Chiroma. En tout cas, tout ce qu'Issa Chiroma exige, selon son entourage, c'est la reconnaissance de la vérité des urnes. Donc, ce qui veut dire pas de transaction à ce stade prévu, pas de
décentralisation. Ce qu'il faut ajouter, c'est que même dans l'entourage du président, il y en a qui sont déjà fatigués, qui sont épuisés et qui aimeraient aussi jouer de la liberté, d'aller comme ils veulent. Il y a un risque d'éclatement du parti présidentiel aujourd'hui, à votre avis? Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus d'accord avec la continuité, qui aimeraient jouer de la liberté. Donc, il n'y a pas. C'est juste que on ne tourne pas le dos au roi sans conséquence. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait des personnes qui, dans son pouvoir, qui souhaitent être libres. Parce que j'ai l'impression que ce sont déjà des gens qui ont beaucoup de liberté. C'est-à-dire qu'ils vont et viennent, par exemple, le président du Sénat. Je ne sais pas depuis combien de temps on ne l'a pas vu. Regardez, moi j'ai une très bonne question pour vous. On va parler de quelqu'un qui était aussi au cœur du système et dont l'attitude aujourd'hui pose quasiment question. Est-ce que vous voyez un peu à qui je fais référence? Bello Bouba Maïkari. Okay. Qui est arrivé derrière Cabral Libye avec 2,45% selon les chiffres que j'ai pu récolter, et qui a un silence assez surprenant. Pourtant son équipe est très bavarde, très loquace d'habitude. Non, son silence n'est pas surprenant. En fait, je crois que je l'avais dit déjà une fois, Bello s'est mis à l'écart pour laisser la place à Chiroma. Vous croyez? Bien sûr. Et Bello a arrêté sa campagne peut-être 3 semaines avant la fin de la campagne. Donc, c'était une sorte d'accompagnement de manière passive. C'est un peu comme Kamto qui n'a pas officiellement rejoint Chiroma, mais qui, dans les faits, a laissé son parti aller derrière Chiroma. Donc, on a eu cette alliance de fait au Cameroun, ou bien cette alliance passive. Aujourd'hui, lorsque à Maroua, quelle que soit la région du Grand Nord, lorsque les gens sortent, et ils ne sortent plus en termes de UNDP ou bien de FSNC, il y a le Grand Nord et il y a la question du pouvoir. C'est pas ce que non, nos analystes disent. Moi, personnellement, non. Vu l'animosité, bon, peut-être le mot est fort, mais on sait que les choses ne vont pas très bien entre les deux. Non, moi, personnellement... Si, mais il a su mettre finalement, je pense qu'il a su mettre finalement son ego un peu... Parce que regardez, moi j'ai lu là, un papier de Jeune Afrique avant de venir ici. On demandait à sa porte-parole pourquoi vous ne soutenez pas en fait le candidat Chiroma, voilà, qui se voit être candidat. Et limite, il lui disait, s'il est bien candidat, bah, allez l'installer à la présidence. S'il a bien remporté les élections, allez l'installer à la présidence et tout. Bon, pour un allié de fait. Non, moi personnellement, je n'interprète pas ça comme ça. Je vois plutôt qu'il y a entre ces deux hommes sans doute une rivalité. Oui. Du fait d'abord qu'ils sont plutôt de la même, région. Oui. Je pense que M. Bello Bouba aurait bien aimé être à la place de M. Chiroma. Et je rajouterais par exemple, M. Maurice Kamto, tout à l'heure vous avez parlé de... Il ne s'est pas exprimé aussi depuis. Oui, qui ne s'est pas exprimé. Moi, je pense aussi que Maurice Kamto, je pense que les deux auraient dû clairement se rassembler derrière M. Issa Chiroma. Et je pense que c'est plus une guerre d'ego, un problème d'ego entre les différents protagonistes qui font qu'aujourd'hui, parce que M. Chiroma est allé et M. Kamto se sont rencontrés. Et finalement, M. Kamto n'a pas donné de consigne de vote. Et effectivement, peut-être que les voix du MRC se sont reportées sur M. Chiroma, mais je pense que ce n'est pas par l'impulsion de M. Kamto. Je pense que c'est par le fait qu'il n'y avait pas d'autres candidats plus à même de porter les voix du MRC que M. Chiroma. Et mine de rien, on a souvent décrié l'absence de l'union de l'opposition, mais je pense que finalement, quand on regarde ces résultats, je pense que c'est fait, cette union-là, mais par le peuple. Justement, c'est ce que je dis, en fait, c'est qu'il y a eu certaine convergence de faits et grâce au ministre Atananji et plusieurs autres qui se sont évertués ou bien qui ont pesé de tout leur poids pour écarter Maurice Kamto, laissant justement la poids. Parce que si Maurice Kamto était candidat, il n'y aurait jamais eu cette convergence-là. Donc, grâce à eux, aujourd'hui, on a une coalition de faits. Et au Grand Nord, il y a une variable qu'il faut prendre en compte, c'est la jeunesse. Parce que lorsque Chiroma se positionne, il se positionne comme le porte-voix de la jeunesse. Et c'est cette jeunesse-là qui fait la position sur Bello Bouba. Il y a à la fois la jeunesse et les cadres du Nord. On a par exemple le cas d'Alamine qui est aujourd'hui en prison, Alamine May, qui est aujourd'hui en prison, parce qu'il fait partie de ces cadres du Nord qui ont poussé pour que Bello se recule un peu et laisse la place à Chiroma. Donc il y a eu beaucoup de passivité, en fait, d'action passive, c'est-à-dire le fait de ne pas poser une action, mais le fait que s'abstenir crée une action de fait, en fait. Donc on a eu ça qui, au final, crée une convergence derrière Chiroma. Et elle est assez forte, cette convergence-là. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de rapprochement ou bien de conséquences qui rapprochent ou bien qui fédèrent un peu le Grand Nord derrière Chiroma. Donc aujourd'hui, Bello est dans cette position-là où, même si c'est son ennemi,
Mais il a écouté les jeunes, il a écouté les élites du Nord et il a laissé place à Chiroma. Cabral Libye, 3,41%, il termine en 3e position. C'était son même score en 2018, c'est bien ça? Non, c'est le même rang. Oui, Il était 3e aussi. Oui, il a fait 7%. Bon, je pense malheureusement que Cabral Libye aurait pu concentrer... il aurait dû se retirer. En tout cas, pour d'abord faire état de 2018, lorsqu'il est venu en 2018, il avait vraiment un discours de changement qui, beaucoup de Camerounais se sont reconnus en lui. Mais au fur et à mesure du septennat, on a vu qu'il a perdu de sa superbe et qu'on a l'impression, en tout cas ce qui se dit, que maintenant il a fait des tractations avec le pouvoir en place pour obtenir certaines largesses. Et malheureusement, aujourd'hui, le fait qu'il soit à 3%, ça veut dire qu'il a perdu. Sa note a été quasiment divisée par 2, montre bien qu'il ne fait plus réellement partie des opposants crédibles au Cameroun, alors qu'il faut le rappeler, en 2018, c'était le destin qui lui était réservé. Je pense que... Le Macron camerounais, comme on l'appelait. Logiquement, si M. Kamto a été écarté, il aurait dû être le visage de l'opposition parce qu'il y a une certaine crédibilité quand même si ça ne fait que 7 ans qu'il est présent. Yannick. Et je pense que ce que fait vous avez souri quand j'ai parlé de Cabral Libye. C'est pour ça en fait, que les partisans de Cabral Libye ont jubilé le jour où on a exclu Kamto de l'élection. Ils ont jubilé dans la salle parce qu'ils se disent ok, bon, une fois que mon Kamto n'est pas là, nous on va monter. Or, un outsider est venu de nulle part, les a doublés et aujourd'hui on parle de Cabral Libye comme candidat minoritaire. Mais cela était déjà prévisible parce que entre 2018 et 2025, hormis ce qu'il a dit Frédéric, il y a eu une certaine polarisation dans le parti de M. Cabral Libye. Non seulement ces attitudes ambiguës, ces positionnements ambigus répétés ont été faits, mais une méconnaissance du Cameroun s'est exprimée à travers ses déplacements, à travers même son programme de fédéralisme communautaire, où il dit qu'il va diviser les régions, et un programme qui n'a aucune logique économique. Donc, il y a à la fois des raisons rationnelles sur le plan purement technique, c'est-à-dire son programme était anti-économique et conflictogène. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir aujourd'hui dire on va faire les 5 à 8 départements, 5 à 8 régions et tout. Et à la fin, lui-même, il a migré, il ne parlait plus de fédérés, il parlait plutôt de régions. Donc, il y a eu cette cacophonie déjà en interne sur le plan du programme qui a vraiment effrité ceux qui ont encore de la logique pour penser. Il y a eu aussi une certaine nébuleuse en interne qui ont fini par dominer, c'est-à-dire une certaine extrême droite plus communautariste dans le parti, où on a des députés comme nous. En fait, une de ces 5 députés qui est carrément exclue parce qu'elle n'est pas de la région du président. Donc, on a eu plusieurs influences néfastes qui l'ont vraiment amputé au sein de l'électorat. Messieurs, parlons maintenant d'avenir. Yannick, vous avez parlé tout à l'heure de cette crise politico-sociale qui nous attend. Aujourd'hui, j'ai regardé que l'accès Internet était fortement perturbé au Cameroun. Jusqu'où ira, messieurs, cette guerre des chiffres qui a déjà commencé entre Issa Chiroma et le président sortant? Moi, je pense malheureusement qu'elle sera sans fin. On va rentrer dans une crise politique. Peu importe la personne qui sera donnée gagnante, bon, on le sait, je pense que ce sera M. Paul Biya, bien entendu, mais on entre dans une crise politique qui va durer comme celle avec M. Maurice Kamto. C'est-à-dire que M. Chiroma va revendiquer sa victoire et ne lâchera pas. Parce que de toute façon, il est déjà parti dans cette démarche-là. Il n'y a aucun moyen pour lui de revenir en arrière. Et sachant qu'il a refusé le poste de Premier ministre, cela veut bien dire qu'il est dans une démarche où il va essayer de consolider une base qui va revendicatrice d'un changement au Cameroun et qui lui donne aujourd'hui une certaine légitimité pour être le visage de l'opposition sur une très longue durée et de concentrer, d'une part, les revendications des personnes qui sont sur les territoires, d'une autre part, ceux qui sont à l'extérieur du territoire, c'est-à-dire la diaspora, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la diaspora soutient en majorité quand même le président, non pas le président sortant, mais l'opposant, et aussi attirer l'œil de la communauté internationale pour montrer que voilà, le Cameroun est dirigé par des personnes aujourd'hui qui font fi de ce que souhaitent réellement les Camerounais. Et moi, je veux continuer à me positionner en tant que leader de l'opposition, et ça peut partir pendant très longtemps si jamais il n'arrive pas à avoir de tractation qui débouche sur quelque chose. Au risque d'annuler les prochaines élections qui arrivent? Oui, c'est le grand risque parce que là, on avait des élections régionales prévues le 30 novembre, donc dans un mois carrément. Et si on reste à la crise, je vois mal en fait comment ils vont les organiser ces élections-là. Et normalement, on les va avoir dans la foulée les législatives. Donc elle aussi, c'est problématique parce que
bien que vous avez été président, bien que vous avez gagné la présidence, il faut maintenant contrôler le Parlement pour pouvoir implémenter votre politique. Et vu la tendance, ça serait très compliqué au RDPC d'avoir les députés sans passer par les moyens habituels. Mais cette fois, je crois que les gens l'attendent avec les matchs, donc ça serait très compliqué de s'en sortir comme d'habitude. Ce qui fait que même si on passe le cap de la présidentielle, il y a les législatives qui sont un gros piège. Parce que là, au moins, ce n'est plus centralisé, c'est régional. Donc, on a vu par exemple le cas à Tchang, où la population sont sorties, dit qu'on veut la vérité des urnes. Et s'ils font ça au niveau des élections législatives, ça veut dire que pour les députés de mairie, c'est compliqué. On a vu au nord avec ce qui se passait. Donc, les prochaines fois, la population peut dire, OK, ici, nous, il n'y aura pas de tel parti politique. Donc, on se retrouve avec un président, avec une minorité au Parlement, ce qui est très compliqué. Donc, quelle qu'en soit l'issue des élections, on va vers une période très compliquée. Mais je pense que le président Paul Biya peut encore avoir un sursaut d'orgueil et savoir trouver une solution de conciliation avec M. Chiroma. J'ai une dernière question pour vous, pour fermer cette émission. J'entends souvent, quand je discute avec certains analystes, dire il peut arriver au Cameroun le scénario gabonais. C'est-à-dire... Révolution de palais. Révolution de palais et tout. Bon, je suis très sceptique quand moi j'entends ce scénario. Vous êtes des Camerounais, deux analystes politiques camerounais. Je demande votre avis sur ce sujet. Est-ce que c'est, sans pour autant appeler un coup d'État, je précise, est-ce que c'est un scénario possible dans votre pays? Moi, personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas pour une raison fondamentale. C'est-à-dire que... Non, pour deux raisons fondamentales. La première raison, c'est que le pouvoir est réellement incarné par M. Paul Biya. C'est-à-dire, le Gabon, la différence, c'était qu'il y avait Omar Bongo père, et après on est passé à Omar Bongo fils. Ça veut dire qu'il y a des... Ali Bongo, ça veut dire qu'il y a déjà eu une fissure quelque part. Mais tandis que nous, c'est toujours M. Paul Biya qui est là depuis 43 ans, qui incarne le pouvoir. La deuxième chose, le deuxième aspect peut-être qui serait un peu plus... moins concret, mais qui a quand même son importance. M. Paul Biya a la capacité de sortir du Cameroun et d'y revenir sans être inquiété, sans qu'il y ait aucun remous. Et cela dénote d'une chose très importante. Ça veut dire qu'il y a un contrôle de l'État par la personne de M. Paul Biya et qu'il y a une confiance dans son camp, en tout cas concernant sa personne. Donc je ne pense pas qu'il puisse avoir de révolution de palais au Cameroun. C'est une question très compliquée parce que les certitudes sont parfois compliquées en politique. C'est-à-dire, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut déclencher un événement imprévu. On a parlé du cas de Chiroma. Personne ne pouvait prévoir cette dynamique il y a 2 mois. Donc, on a de temps en temps des dynamiques qui sortent de nulle part et qui changent le cours d'un pays. Oligui, par exemple, personne ne le voyait. C'était le porteur des sacs, comme on dit souvent. Donc, personne ne le voyait. L'aide de camp. Ouais, c'était celui qui portait la mallette, tu vois. Donc, on aurait pu peut-être penser aux généraux, au ministre de la Défense, mais c'est le mec qui est sorti de nulle part, en fait. Donc, on n'est pas à l'abri d'un scénario surprise, ça c'est carrément possible. Maintenant, c'est ce que Fédéral dit, c'est qu'on est dans un système très équilibré, où on a plusieurs systèmes de défense. On a la DSP, on a le BIR, on a la GP, donc on a plusieurs corps. Que M. Paul Biya a fait l'effort de se mettre au milieu, de faire qu'il n'y ait pas de vase communicant entre les corps, et que tout ça s'entraîne sur lui. Donc, de telle façon que un corps n'est jamais sûr si l'autre corps se met en face de lui ou pas. Ce qui fait que cette peur réciproque fait que ça crée un certain équilibre sur lequel il a toujours surfé pendant très longtemps. Mais il y a eu par exemple le cas du Niger où la configuration était un peu similaire, mais ils ont pu trouver un consensus, un certain consensus à des minutes. Bon, j'ai eu vent de comment ça s'est passé, mais... Un coup d'État pour renverser le président... C'était quoi déjà son nom? Bazoum. Bazoum. Ouais. Excusez-moi. Donc aujourd'hui, personne ne le souhaite. Tout le monde souhaite vraiment que tout se passe de façon démocratique, mais on n'est pas à l'abri des surprises. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à Moustapha quant à la réalisation. Bonne suite de programme et rendez-vous la semaine prochaine, lundi, pour suivre l'annonce des résultats. On écoutera ici sur notre plateau les résultats annoncés par le Conseil constitutionnel. Bonne soirée.